Bonjour à tous. Comme vient de le dire ma collègue, je suis aujourd'hui devant vous afin de vous présenter les résultats en français du projet de recherche EIL, donc Enhanced Inclusive Learning, au nom de la doctoresse Claudia Schellenberg, ici présente. Donc, pour les jeunes en situation de handicap, le passage de l'école au travail est souvent difficile. Afin d'acquérir la formation souhaitée, des détours sont souvent nécessaires. Sur ce chemin, les jeunes ont besoin de soutien pour pouvoir développer leurs talents et réaliser leurs aspirations professionnelles. Le mot-clé serait Growth Mindset, donc des personnes qui croient en elles-mêmes et développent leurs talents, que ce soit par un travail acharné, de bonnes stratégies et aussi surtout le soutien des autres. Les 10 dernières années, la HFH a axé ses recherches sur le passage de l'école au travail des jeunes en situation de handicap. Comme vous le voyez sur la droite de la slide, de nombreux projets de recherche ont été réalisés, que ce soit pour l'enseignement du choix professionnel ou les facteurs de réussite lors de la transition école-travail, et notamment l'étude EIL qui s'intéresse aux jeunes en situation de handicap dans les écoles professionnelles et les collèges. Donc nous allons présenter ici les résultats de cette étude. Nous donnerons un aperçu de l'approche méthodologique choisie pour cette étude. Ensuite, nous présenterons les résultats. Comment les jeunes se sentent, comment ils font face aux exigences, et ensuite, les possibilités de soutien et de compensation qui existent. Concernant la méthodologie, l'étude est un projet de coopération entre la Haute École de Travail Social de Lucerne et la Haute École intercantonale de pédagogie spécialisée de Zurich. L'étude a été financée par le Bureau fédéral de l'égalité pour les personnes handicapées, BFEH, et le projet a été achevé ce printemps. Donc, tout d'abord, quelques remarques sur la situation initiale du projet. Les chiffres montrent qu'il y a un nombre croissant de jeunes au secondaire 2 ayant des difficultés d'apprentissage, des problèmes de comportement ou d'autres handicaps. Les classes sont de plus en plus hétérogènes et les enseignants ont du mal à répondre aux différentes demandes des élèves. Au secondaire 2, il y a moins de mesures d'inclusion qu'au secondaire 1. Il y a par exemple plus le soutien scolaire. Donc la compensation des avantages est ainsi l'une des rares offres de soutien à disposition et toujours à condition qu'un diagnostic ait été posé. Donc la compensation est de plus en plus mise en œuvre au secondaire 2. Donc néanmoins, la mise en œuvre de la compensation des désavantages se heurte encore à certaines incertitudes qui persistent, et ce, malgré les lignes directrices existantes et orientées vers la pratique. Ensuite, on va passer aux questions, aux objectifs et aux questions de la recherche. La première question, c'est à quelle fréquence rencontre-t-on des jeunes en situation de handicap dans les écoles professionnelles et les collèges ? Comment les personnes en formation se débrouillent-elles, se sentent-elles à l'école et comment font-elles face aux exigences, donc aux exigences de l'école et du travail? Concernant la didactique inclusive à l'école professionnelle et au collège, quelles formes de soutien sont utilisées en classe? Où y a-t-il un besoin de poursuivre le développement? L'accent a été mis sur les formes de didactique inclusive. Ensuite, on passera à la compensation des désavantages. Donc, comment la compensation des désavantages est-elle généralement mise en œuvre? Comment l'efficacité de la compensation des désavantages est-elle perçue?
Donc, qu'est-ce que les élèves trouvent utile pour faire face aux exigences de leur formation? Le projet a été mené selon une méthodologie mixte et comprend une partie de recherche quantitative et une partie de recherche qualitative. Concernant la partie quantitative, 66 classes de la partie germanophone ont été interrogées. Il s'agit de 44 classes de l'école professionnelle et 22 classes du collège. Donc au total, 907 jeunes et 60 enseignants. 60 de ces jeunes bénéficiaient d'une compensation des désavantages. La condition de participation pour les classes était qu'au moins un des élèves soit bénéficiaire dans la classe. Concernant la partie qualitative, 12 jeunes bénéficiant d'une compensation des désavantages ont été interrogés individuellement, ainsi que 8 enseignants et 10 spécialistes. La dernière étape porte sur la mise en pratique des résultats, où un groupe d'experts en compensation des désavantages a contribué au projet. Maintenant, nous allons passer aux résultats. Donc, selon les résultats de l'enquête, 23,8% des élèves du collège et 29,1% des élèves des écoles professionnelles disent avoir un handicap. Les handicaps les plus fréquents, dans l'ordre, troubles psychiques, anxiété, dépression, handicap physique, maladie chronique, dyslexie et troubles du déficit de l'attention ont été cités. En plus des questions sur les handicaps, dans la recherche, ils ont aussi utilisé un instrument de dépistage appelé Strengths and Difficulties Questionnaire, SDQ, qui évalue les troubles du comportement et de l'adaptation des adolescents. Il en est ressorti que 20% des jeunes avaient des valeurs limites à significatives, soit qu'1 sur 5 présente des troubles psychiques. Il ressort que selon les handicaps, le sentiment de bien-être et la capacité à faire face aux exigences diffèrent pour les différents jeunes en situation de handicap. Les jeunes présentant des troubles de l'apprentissage, donc dyslexie, dyscalculie, obtiennent par exemple des notes plus basses et subissent un stress scolaire accru. En revanche, il n'y a pas de différence avec les autres de différences significatives concernant leur bien-être. Les jeunes souffrant de handicap physique chronique présentent des résultats scolaires et des performances au travail comparables à celles des élèves sans handicap, mais ressentent un bien-être physique et global réduit. Les jeunes souffrant de handicap psychique obtiennent des notes plus basses et subissent un stress scolaire plus élevé. Et ils obtiennent des scores inférieurs dans toutes les dimensions du bien-être. Les élèves ont également été interrogés sur le type de soutien qui leur est le plus utile à l'école et au travail. Les élèves présentant des troubles de l'apprentissage percevaient le soutien de l'enseignant comme plus important que le faisaient les autres élèves. Les élèves présentant des handicaps psychiques perçoivent moins de soutien de la part de l'environnement scolaire et extrascolaire. Maintenant, nous allons changer de perspective et allons nous intéresser à l'enquête qui a été menée auprès des enseignants. Il leur a été demandé ce qui est à disposition de l'école pour soutenir les élèves en situation de handicap. Il a été demandé aux enseignants comment ils vivent l'organisation de l'école autour des jeunes en situation de handicap, dans quelle mesure ils se sentent confiants dans la gestion des jeunes en situation de handicap, quelle est leur connaissance des différentes formes de compensation des désavantages et finalement, quelle forme de didactique inclusive ils utilisent en classe. Les déclarations des enseignants ont été comparées selon le type de filière.
Donc, comme vous le voyez en haut, AFP, CFC et collège. Ceux du CFC se jugent dans toutes les catégories moins bien que les autres. Ils se sentent plus chargés dans les classes hétérogènes, perçoivent moins de soutien et jugent moins bonne leur connaissance. C'est vraisemblablement lié au fait que la filière AFP dispose notamment, par exemple, du soutien individuel spécialisé. L'enquête a également montré que la didactique inclusive n'est pas très répandue dans les écoles professionnelles. En général, il ressort que les formes d'enseignement individualisées sont consciemment peu utilisées. Et ce serait en partie dû à l'exigence de sélection à ce niveau-là, où tous les élèves doivent atteindre les mêmes objectifs d'apprentissage. Ainsi, 80 à 90% des enseignants veillent à la clarté de la langue, à l'organisation et à la visibilité des textes dans les tests et les examens. Concernant la différenciation des cours en fonction des niveaux, une grande partie des répondants visualisent souvent les contenus complexes, préparent des exercices notamment pour solliciter les élèves les plus avancés et favorisent les tandems d'apprentissage. Un peu moins fréquemment, donc c'est en bleu sur le graphique, des tâches de difficultés différentes sont proposées où des délais de réalisation différents sont octroyés aux élèves. Des retours sur les progrès individuels sont souvent donnés. En revanche, ce qui est très rare, c'est que les élèves tiennent un journal où leurs progrès sont consignés. Les technologies d'assistance sont utilisées uniquement par un tiers des répondants et de façon très rare. Nous en venons maintenant aux résultats concernant les élèves bénéficiant d'une compensation pour désavantage. 6% de l'échantillon en bénéficient. Il s'agit principalement de compenser une dyslexie pour 61% d'entre eux, ensuite d'un TDAH pour 18% ou d'un handicap physique pour 15% des répondants. L'évaluation de la voie à suivre pour obtenir une compensation pour désavantage est évaluée ainsi. 55% ont vécu la procédure comme plutôt sans problème, 25% l'ont vécu comme assez compliqué, alors que 7% l'ont même vécu comme très compliqué. Lors des entretiens qualitatifs qui ont été menés, les élèves ont été interrogés plus en détail sur leur perception de la procédure de demande de compensation des désavantages. Nous voyons ici que le plus grand obstacle rencontré est la peur d'une éventuelle exclusion. Au cours des entretiens, il a également été mentionné l'importance de la compréhension et de la transparence, notamment par le biais de procédures claires, d'instruments adaptés, afin que le jeune en situation de handicap ne se sente pas une sorte de cas spécial. Les élèves au bénéfice d'une compensation des désavantages ont également été interrogés dans la partie écrite sur l'utilité qu'ils accordent aux mesures qu'ils ont obtenues. Pour la moitié d'entre eux trouvent la mesure utile afin d'atteindre leurs objectifs d'apprentissage. Cependant, pour 28%, donc près d'un tiers, il est évident que la mesure ne répond pas à leurs besoins individuels et, en conséquence, n'est pas perçue comme utile. Lors des entretiens, il a été demandé quels aspects étaient utiles pour que la compensation soit bien mise en œuvre et donc utile. Donc pour les élèves, ce qui en ressort, c'est l'adéquation avec leurs besoins individuels. C'est vraiment le point qui est déterminant. Certains élèves ont déclaré ne pas avoir eu leur mot à dire dans la détermination des mesures, comme le montre la citation à l'écran.
Lors des entretiens, des questions ont été posées sur la manière avec laquelle la compensation les soutient et afin de répondre aux exigences de l'école et aussi du travail. Donc, ce qui a été relevé, c'est une amélioration des performances scolaires, aussi que la compensation a un effet rassurant, comme on le voit ici dans la première citation, où un élève présentant un TDAH affirme que le temps supplémentaire qu'il a à disposition est rassurant et a donc un effet positif sur son handicap. Dans le deuxième exemple, cela apporte quelque chose au niveau de son développement personnel. Pour lui, il voit ça comme une opportunité d'apprentissage, de se connaître et de connaître ses besoins. Donc, on va passer à d'autres résultats de l'enquête auprès des enseignants. Donc, près de 40% des enseignants interrogés considèrent que la mise en œuvre de la compensation des désavantages dans que la mise en œuvre est plutôt difficile. Lors des entretiens, l'argument de la sélection a été souvent évoqué, où ils ont aussi fait référence, par exemple, au rythme scolaire, au rythme des apprentissages. Pour certains, la compensation peut entraver les stratégies propres de l'élève, comme c'est mentionné dans cette citation. Il y a aussi la crainte du traitement préférentiel qui a été évoquée. Tout en bas de la slide, il est aussi ressorti que les enseignants souhaitent pouvoir avoir recours facilement à du support ou à de l'assistance. Nous allons finalement passer à la dernière partie. À partir des résultats de l'étude, des mesures utiles pour la pratique ont été envisagées, et ce, en collaboration avec le groupe d'experts dont j'ai parlé tout à l'heure. Un produit important de l'étude est le guide qui a été publié. Il s'appelle en allemand Umgang mit Beeinträchtigung. Donc, il s'adresse aux enseignants, aux responsables de la formation et aux spécialistes. Le guide apporte des idées pour soutenir les jeunes en situation de handicap. Je vais vous présenter brièvement les 3 principaux chapitres. Concernant le premier chapitre, il est dit qu'il est important de sensibiliser les enseignants et les entreprises aux différentes formes de handicap, en particulier au handicap psychique, car il est important que les personnes soient informées sur les différents types, de pouvoir identifier les signes précoces et aussi de connaître les possibilités de soutien à l'école et en dehors de l'école. À ce propos, vous voyez en rouge, en bas de la slide, des programmes qui proposent des formes de soutien aux écoles et aussi aux entreprises. Le deuxième chapitre traite de la manière de rendre l'enseignement plus inclusif. L'étude a montré que seul 1/3 des enseignants utilisent les technologies d'assistance en classe. La dernière partie présente des mises en œuvre réussies. Des suggestions sont faites concernant les procédures de compensation à l'école. Ça va d'une évaluation minutieuse de la situation à un examen périodique des mesures. Il a aussi été relevé qu'une réglementation cantonale claire, uniforme, est aussi très importante et qu'il est important de disposer de formulaires adaptés aux différents handicaps. Je vais pour conclure résumer les résultats les plus importants. Il existe des obstacles et des conditions de réussite de succès, comme nous l'avons vu. Sur la gauche, il y a un groupe important de jeunes en situation de handicap psychique qui reçoivent moins de soutien que ceux ayant des difficultés d'apprentissage
ou de handicap physique. Peut-être que c'est dû au fait que les méthodes inclusives ne sont pas ou plus appropriées au secondaire 2, notamment en raison des objectifs communs à atteindre. En outre, il y a aussi le fait que la connaissance des enseignants est souvent insuffisante concernant les méthodes d'enseignement inclusives, les mesures de soutien et aussi concernant les différentes formes de compensation. Donc, et ceci représenterait un obstacle à une inclusion réussie. Ensuite, concernant les conditions de succès sur la droite, il existe de nombreuses conditions qui peuvent rééquilibrer la balance, voire la faire pencher légèrement vers la droite. Notamment l'importance de la relation avec l'enseignant et les autres élèves en classe, un support et de l'assistance sous forme, par exemple, de pôles de connaissances et de points de contact semble être une perspective prometteuse. Il est également important de disposer de processus clairs autour des mesures standardisées et qui définissent les rôles. Une bonne communication joue aussi un rôle essentiel. Par bonne communication, on entend donc informer sur la compensation des avantages, impliquer les jeunes dans la détermination des mesures afin qu'elles soient adaptées à leurs besoins et aussi que la classe soit bien informée sur les handicaps et la mise en œuvre de la compensation des désavantages. Je vous remercie pour votre attention.